donc, je m'appelle Marie-France Fondeur, je suis correspondante au Jardinier de France. Bon, je ne suis pas du tout conférencière, je vais juste vous donner en fait mes pratiques de jardinage. Je vais vous transmettre ce que je sais et vous pourrez transmettre après à vos amis, voire à vos relations ou à la famille. Donc aujourd'hui on va parler du potager en carré. C'est vrai que c'est de plus en plus en vogue parce que tout le monde a un retour à la terre, on a envie de faire pousser ses propres légumes. Bon, quelquefois on n'a pas vraiment la place, on n'a qu'un petit carré de pelouse, alors ça permet de limiter un petit peu, d'augmenter l'espace en ayant un potager en carré. Bon, il peut être aussi en rectangle, comme on disait tout à l'heure avec Chloé et Marie, ça dépend ce qu'on va mettre dedans. Et il faut savoir que le potager en carré ou le carré potager, c'est une pratique qui a été découverte par un Américain dans les années 80, mais en fait il a copié un petit peu les jardins de curé. Parce qu'autrefois il y avait toujours un carré pour les plantes médicinales, il y avait un carré pour les plantes potagères pour nourrir la communauté, et c'est un petit peu le rappel de ça. Donc autrefois c'était plutôt entouré par du plessis, mais ça vous pouvez très bien le faire. Ça peut être soit des planches de coffrage, ça Louis-Marie peut intervenir. Voilà. Avec du coffrage, comme tu disais tout à l'heure, oui. Monsieur disait de la palette, il avait fait en palette, ou alors avec du noisetier, comme tu disais. Oui, faire un plessis avec des branches de noisetier ou de saule. Vous faites du tressage, et puis vous mettez sur 1,20 m, vous mettez 3-4 bâtons, et puis vous tressez. Et puis comme tu disais, pour pas que la terre parte, on met une espèce de feutre, une bidine, ça évite que la terre tombe sur le gazon. Ouais. Et avant toute chose, l'endroit où vous allez mettre votre carré potager, il faut surtout travailler la terre par-dessous. Si vous avez du gazon, vous avez une pelouse, il faut à tout prix enlever ce gazon. Parce que en dessous du gazon, vous allez trouver énormément de taupin. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le taupin? Non. Alors, c'est un petit verre, non, c'est pas un verre blanc, c'est un petit verre fil de fer d'une couleur jaune-orangé. Je vous ferai voir là-bas, on a des modèles dans les petits livres qui sont là-bas. Donc c'est un petit verre qui a tendance à s'attaquer aux racines. Donc vous allez planter une laitue, puis tout d'un coup, plouf, vous la voyez se flétrir complètement. Donc c'est que le taupin était là. Alors le taupin, souvent on l'a quand on enfouit du compost pas mûr, ou du fumier aussi non décomposé. Et quand on bêche aussi trop profond. Quand on retourne la terre très profondément, automatiquement on a du taupin. Et souvent, il sévit le taupin à partir du mois d'avril-mai jusqu'à septembre. Après, c'est tout. Il a un cycle de vie de 3-4 mois et après, c'est terminé. Mais bon, pendant ces 3-4 mois, il attend de faire des dégâts. Hein, ouais. Alors, si vous voulez désinfecter la partie, justement, où vous allez préparer votre carré potager, vous faites tout simplement un purin de fougères. Donc, vous allez prendre des fougères que vous trouvez dans les bois ou sur le bord des fossés. On en trouve tout plein en Bretagne. C'est vrai qu'on en a énormément. Donc vous allez mettre 1 kg de plante pour 10 litres d'eau, vous allez laisser macérer pendant 10 jours, et après vous allez arroser comme ça, pur, sans le diluer. Ça va désinfecter le sol, ça empêchera le taupin de remonter. Et vous pouvez très bien faire cette préparation en base de fougères, vous pouvez en mettre aussi quand vous voudrez planter autre chose dans votre jardin. À chaque fois, si vous voulez éviter les nuisibles du sol, plutôt que d'aller acheter des produits qui sont totalement nuisibles à la santé, parce qu'on vous vend des anti-insectes du sol dans les grandes surfaces et puis dans les jardineries, mais il ne faut surtout pas mettre ça. Parce qu'ici, on va parler d'un potager en carré, mais au naturel. Hein, on ne va pas aller mettre des produits chimiques dedans, parce qu'on a envie de manger quelque chose quand même de sain. Hein, c'est très important à la santé. Puis vous savez qu'on est parti aussi, il faut à tout prix réduire notre usage de pesticides. Parce que c'est le jardinier amateur qui en consomme le plus. Hein. C'est pas forcément l'agriculteur, c'est beaucoup le jardinier amateur. C'est 1 kg de fougère pour 10 litres d'eau. Oui. Si vous voulez faire moins, si vous avez besoin de moins, 10 jours. Et après, ça se conserve un an, à l'abri de la lumière. Alors, toujours dans un récipient en plastique. J'ai oublié de dire, jamais dans un récipient en métal, parce que ça attaque. Donc, il faut toujours dans un récipient en plastique. Après, vous l'embouteillez. Vous pouvez très bien, après, mettre votre purin de fougère dans des bouteilles d'1 litre ou 2 litres. Comme ça, vous en avez toujours à disposition. Vous avez déjà la dose hein, pour pouvoir vous en servir immédiatement. Donc, une fois que vous avez bien désinfecté votre sol, donc vous avez enlevé la pelouse, vous avez désinfecté votre sol, hein, après avoir déterminé la grandeur et avoir construit votre carré, là, vous allez y apporter, bien sûr, de la terre ou du terreau. Alors, on ne va pas mettre que du terreau. Parce que le terreau, ça ne va pas nourrir notre plante indéfiniment. Alors ici, vous allez trouver de la terre de campagne, qui est toute prête. Donc là, c'est de la terre végétale mélangée avec déjà du terreau, et puis il doit y avoir du fumier, je ne sais pas, c'est déjà un peu de fumier dedans. Donc là, c'est prêt à l'emploi. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à aller chercher ailleurs. Là, vous avez tout ce qu'il faut.
Et puis vous avez aussi du biofertile parce que vous verrez après, vous verrez après par la suite qu'il y a des plantes qui demandent énormément de compost et d'amendement. Donc ça, le biofertile, ça viendra. C'est un fumier de bovin décomposé, donc qui a été stocké pendant quand même quelques années. Et là, il va vous apporter tous les éléments nécessaires à la nutrition de la plante. Parce que quand vous travaillez dans un carré potager, il faut bien penser que vous allez un petit peu épuiser à chaque fois les ressources. Parce que vous allez à chaque fois changer de culture. On veut optimiser les récoltes. Donc on finit une culture, on en attaque une nouvelle. Donc elle a besoin d'être nourrie, la terre. Donc à chaque fois, il faudra remettre un petit peu d'engrais, sauf dans certaines cultures. Par exemple, si vous plantez des petits pois ou des haricots, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous enlevez la racine d'un petit pois ou d'haricot, et la luzerne, je ne sais pas si vous avez déjà vu, non? Tout au bout des racines, vous avez des petits nodules d'azote. Donc ça, c'est restitué à la terre après. Donc l'idéal serait de couper, si vous voulez, les fans. Une fois que vous avez tout fini vos récoltes, vous coupez les fans, vous laissez les racines en terre, et après vous allez planter des salades ou des poireaux. Vous allez avoir des salades et des poireaux magnifiques. Parce qu'ils ont besoin d'azote, et ça c'est le semis de petits pois de haricots qui vous redonnera ça après. Donc c'est toute une rotation. Il faut que vous réfléchissiez aussi à ce que vous allez mettre dans votre carré. Parce que vous verrez, il y a des bonnes et des mauvaises associations. Par exemple, on ne va pas mettre vous voyez, les deux mêmes familles, par exemple la tomate, les tomates solacées, c'est la même famille que les aubergines, on ne va pas les mettre côte à côte, parce qu'elles vont se communiquer des maladies, comme avec la pomme de terre. Et là, par exemple, si vous mettez des betteraves, surtout, vous n'allez pas mettre un semis de carottes à côté. Ils ne s'entendent pas du tout. Ils vont provoquer des maladies, ils vont attirer des maladies, ils vont attirer certains insectes prédateurs, et il vaut mieux les éloigner les uns des autres. Quitte à faire une petite barrière entre deux avec des fleurs, parce que les fleurs sont très utiles aussi au potager, parce qu'elles vont vous amener des pollinisateurs, donc ça fera d'autant plus de fruits dans votre jardin. Alors ça, les mauvaises et les bonnes associations, vous allez les retrouver dans le petit guide, là. Il est, voilà, regardez. Donc vous le trouverez là, après. Donc comme ça, moi je ne peux pas vous les dire par cœur, parce que je ne les connais pas par cœur. Je me réfère toujours à mon petit tableau, c'est tellement compliqué, c'est pas évident de tout retenir. Donc une fois que vous avez commencé, donc vous allez avoir des plantes qui vont être plus gourmandes, donc comme je vous disais tout à l'heure, en éléments fertilisants. Vous avez tous les légumes du soleil, donc la tomate, les courges, toutes ces plantes-là ont besoin d'énormément de fertilisants. Donc on n'hésitera pas à leur remettre beaucoup plus de biofertile. Mais on verra tout à l'heure ça avec Louis-Marie, il vous fera voir et il vous expliquera à peu près combien il faut en mettre. Donc au milieu, par exemple, vous pouvez mettre un plant d'aubergine ou un ou deux plants de tomates. Et sur les côtés, vous allez mettre des choses un petit peu plus petites. Donc, si vous voulez, les plantes du milieu, elles vont bénéficier totalement du soleil, de l'ensoleillement direct. Et à côté, elles bénéficieront un peu de l'ombre. Comme les salades, les radis, ça n'aime pas non plus être en plein soleil, ça a besoin d'avoir un peu d'ombre. C'est pour ça que quelquefois, dans un potager traditionnel, on met souvent des radis à côté des pommes de terre. Parce que le feuillage de la pomme de terre vient ombrer le radis et ça lui permet de se développer. Parce que le radis, si vous avez remarqué, il lui faut beaucoup d'eau aussi. Donc plus s'il a un peu d'ombre dans la journée, ça ne sera que mieux pour lui parce qu'il ne sera pas trop desséché, l'emplacement, enfin la terre en surface ne sera pas trop desséchée. Donc on parlait donc de ça. Et puis au sujet des amendements, donc vous allez au fur et à mesure donc, remettre du biofertile selon les plantes qui seront plus ou moins demandeuses, mais à chaque fois vous serez toujours obligé quand même de mettre quelque chose dans votre petit carré, parce que ça, automatiquement, la terre va se fatiguer, ou bien, et vous aurez des moindres récoltes. Donc, toujours pensez, donc, votre petit plan de jardin, si avant, vous commencez à penser à votre plan, et les bonnes et mauvaises associations. Une fois que vous avez déjà ça, vous pouvez y aller, vous pouvez planter ce que vous voulez, vous pouvez semer aussi, parce qu'en ce moment, c'est la période des semis. On peut semer des carottes, on peut semer des radis, tous ces petites graines noires. Alors, à savoir que quand on sème, on ne met jamais plus de 3 fois la hauteur en terre sur la graine. Si vous semez plus, la graine elle va être trop profonde et elle n'arrivera pas à germer. Donc vous ici vous trouverez aussi des plants, vous avez plein de plants bio là derrière qui sont derrière vous. Et là ça va être rapide parce que vous avez vu dans la petite vidéo, dans 1 mois et demi vous avez des très belles salades. Alors à l'hiver, un petit conseil, laissez votre terre se reposer. Sauf pour les légumes d'hiver que vous continuerez à récolter. Mais la partie qui n'aura pas été travaillée, laissez-la se reposer en lui mettant par exemple un engrais vert de type facélie. Est-ce que vous connaissez la facélie?
Non. Alors, vous la voyez peut-être dans les champs, quelquefois c'est tout bleu. Quand vous faites des champs tout bleus, de loin on croirait que c'est un champ de lin, mais non, vous voyez, ça fait une feuille assez dentelée. Hein, et la phacélie, elle est très mellifère en plus. Et elle va, une fois qu'elle va elle va pousser, il faut la semer à partir du mois d'août. À chaque fois qu'on a une parcelle qui se libère, on sème de la phacélie. Et après, une fois qu'elle commence à fleurir, on la fauche et on n'enlève pas les racines. On laisse tout à même le sol et on griffe sur les premiers centimètres de terre. Il ne faut pas l'enfouir parce que c'est comme autre chose. Plus vous enfouissez, plus vous allez favoriser des insectes nuisibles. Tandis que là, en le mettant en pleine surface, vous allez apporter tout ce qu'il faut à votre terre. Et pourquoi pas aussi, à l'hiver, recouvrir avec des feuilles. Ça, les feuilles, tout le monde pense que c'est quelque chose d'embêtant, mais non, les feuilles, c'est de l'or. Il ne faut pas hésiter de garder même des feuilles à côté de votre tas de compost pour toujours apporter une bonne partie d'éléments carbone à votre compost. Est-ce que tout le monde sait faire du compost? Oui? Oui, tu fais du compost? Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu mets dans le compost? Oui, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on met comme déchets alors? Dis-moi un petit peu les détails. Tu sais plus? Qu'est-ce que maman a mis? Les légumes. Vas-y. Les épluchures, c'est ça. Les épluchures. La peau des bananes et la peau des bananes et la peau de pomme pourrie. Ah d'accord, la peau de pomme pourrie. Et ton trognon de pomme, tu le mets quand même dans le compost. Parce qu'il n'est pas pourri ton trognon de pomme. Tu le mets quand même dans le compost. Oui. Oui. Et tu mets aussi ton mouchoir en papier. Oui. Parce que les taupes, elles ne vont pas attraper un rhume. C'est pas possible. Et puis bon, vous mettez tout, même votre huile de friture. On n'ose quelquefois pas, mais si, il faut la mettre. Les os, vous compostez tout ce que vous avez comme matériaux au jardin. Il ne faut pas hésiter. Donc toujours un tiers de matière verte pour 2 tiers de matière brune. Hein, donc les matières vertes, c'est tout ce qui est déchets de cuisine, des déchets végétaux, hein, même les mauvaises herbes et tout ça. Et les matières brunes, c'est le carton, le papier, la paille, les feuilles. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est utile de garder à côté de votre composteur un petit silo avec des feuilles. Vous en faites un petit tas, comme ça vous en avez toujours à disposition. Donc on parlait des feuilles je parlais des feuilles pour vous dire justement qu'à l'hiver, vous pouvez recouvrir aussi avec des feuilles. Comme ça, au printemps, vous allez enlever cette couche-là que vous remettrez au compost et vous allez trouver une terre toute prête à travailler. Elle va être toute meuble, toute fine, vraiment dans une condition idéale. Alors après, pour les arrosages, bon, vous verrez qu'on mettra du paillage. Alors le paillage, non seulement ça limite les arrosages, mais en plus de ça, ça évite de désherber. Donc on est beaucoup moins fatigué. Ça fait moins de travail. Pendant ce temps-là, on peut aller à la plage, hein, pendant qu'on a mis du paillage. Donc ça, c'est très important, le paillage. Et en plus de ça, ça se retransformera en humus. Donc ça va redonner de la matière en fait à notre sol. Donc, donc des feuilles, pourquoi pas aussi de la pelouse. Votre dernière tonte de pelouse, vous pouvez la mettre sur votre petit carré à l'hiver. Tonte de pelouse, couche de feuilles par-dessus. Et puis voilà, ça va se reposer pendant tout l'hiver. Et au printemps, vous allez voir tout ce que vous allez récupérer. Il y aura une multitude de vers de terre qui auront travaillé pour vous. Quoique là, on ne peut pas encore aller au jardin et trop le voir parce que la terre est très froide. Et puis, c'est pas trop encourageant d'aller travailler sa terre. Hein. Voilà. Et puis, donc dans votre carré, bien sûr, vous n'allez pas retourner la terre. À chaque fois que vous allez griffer, parce que vous allez avoir une terre peut-être d'une hauteur de ça, c'est pas très profond, ça sert à rien d'aller y mettre la bêche. Vous allez pouvoir y travailler facilement avec votre outil. Donc on disait l'idéal, un carré, ça peut être 60, ça sera plutôt rectangle, d'1,20 m sur 1,20 m au départ, et après la hauteur, en rectangle, plutôt 1,20 m de large. Après la longueur, c'est à vous de voir selon l'espace que vous avez. Alors pourquoi 1,20 m? Parce que si vous voulez, avec votre bras, la grandeur de votre bras, vous arrivez à aller même au milieu de votre carré. Hein. D'un côté comme de l'autre, vous pouvez tourner facilement sans faire d'effort. Et après, si vous voulez l'aménager un peu plus haut, si vous avez des problèmes de dos, c'est possible. À ce moment-là, vous le rehaussez à chaque fois avec une planche supplémentaire et puis voilà. Et pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, même avec un fauteuil roulant, à ce moment-là, on les met à peu près souvent à 60 cm de hauteur. Comme ça permet d'avoir la main tout de suite comme ça. En orthithérapie, on les utilise beaucoup, les carrés potagers.
Donc, est-ce que vous avez des questions en attendant? Non? Personne n'a de questions? Vous avez parlé de mettre, j'ai compris les eaux dans le... Oui. Aussi, Oui. parce que je croyais que les eaux, les déchets comme ça attirait une certaine catégorie de verre qui était nuisible pour... Non, parce que dans le compost, vous avez aussi quelquefois des petits vers blancs dans le compost. Ça, ce sont des larves de cétoine dorée. Donc, ce sont les copines du jardinier, les larves de cétoine dorée. Parce que les larves de cétoine dorée, elles vont aller dévorer tout ce qui est feuilles, papier. Elles ont plutôt tendance à manger ce genre de feuilles. Après, vous avez les petits vers de fumier qui vont remonter. Donc, surtout, votre composteur, vous ne le mettez pas, comme disait Louis-Marie tout à l'heure, sur une dalle de ciment. Hein. Parce qu'un verre, il ne sait pas trop percer les dalles de ciment. Hein. Donc vous allez voir toute la faune va remonter et tout va rentrer en décomposition parce qu'il y a également des bactéries et des champignons aussi dans un compost. Et dans un terreau, dans un humus, même dans la forêt, quand vous voyez les couches de feuilles dans la forêt, vous voyez bien après c'est retransformé en humus. En fait, on refait ce principe-là dans un silo. On copie la nature. Hein. On ne fait rien d'autre que copier la nature. Donc vous me disiez les eaux, madame. Donc les eaux, il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous allez reprendre votre compost quand il va être mûr, il se peut que vous trouviez votre os. Il va être tout nettoyé. Il est tout nettoyé, mais il n'est pas encore complètement décomposé. Alors si vous avez une cheminée, vous mettez votre os dans la cheminée et vous récupérez la cendre. Alors ça, c'est un engrais du tonnerre. Parce que ça va vous donner de la potasse. Et la potasse, ça aide à la floraison et à la fructification. Comme la consoude. Alors, est-ce que vous connaissez la consoude? Non? Voilà. Alors, la consoude, c'est un excellent... Je vais la faire passer. Alors, on en trouve dans les bois, dans les prairies plutôt. Alors, la consoude, c'est un excellent engrais qui apporte de la potasse. Donc, on va mettre ça quand on va planter nos tomates. Et puis, tout ce qui est plantes demandeuses de potasse, en fait, comme les courges, les melons, enfin, toutes ces familles-là. Donc, c'est une plante qu'on appelle aussi langue de bœuf, parce que si vous regardez le côté en vert de la feuille, il est très râpeux. Donc, il rappelle un petit peu la langue d'un bœuf. Donc avec ça, vous allez faire un purin, comme je vous disais tout à l'heure, pour la fougère. Et là, vous arroserez dilué à 20% au pied, directement au pied. Mais lorsque vous allez planter vos tomates et vos aubergines, vous pouvez très bien en faire en pulvérisation. Alors là, dilué à 10% seulement. Parce que ça renforce les défenses immunitaires de la plante. Ça fait une jolie fleur bleue en clochette. Donc un petit peu, la bourrache, elle a plutôt une fleur en étoile, mais cependant elles font partie de la même famille. Mais elles ont les mêmes propriétés. Ce sont des plantes qui sont très riches en silice. L'ortie, c'est pareil, c'est une plante qui est très riche en silice. Donc toujours les plantes qui sont riches en silice, elles renforcent les défenses immunitaires des autres plantes. Et elles sont bonnes aussi pour l'humain. Pour nous, c'est très bon aussi. Donc, parce que la consoude, on l'appelle aussi la plante qui soude, parce qu'elle ressoude tout ce qui est fracture d'os et elle est bonne aussi pour les rhumatismes. Vous pouvez consommer les fleurs et vous pouvez consommer également les feuilles dans un cake ou dans une quiche. Enfin, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alors après, dans les plantes qui soignent également, on a la prêle. Alors, est-ce que vous connaissez la prêle? Non? Alors, elle ressemble à un petit peu... Ça fait comme un squelette avec des feuilles, un petit peu comme un sapin. Je vais vous faire voir ça un exemple dans le petit livre. Voilà la prêle. Je vais vous la faire passer. Donc on la trouve dans les champs, pas très loin des cours d'eau, mais il ne faut surtout pas la confondre avec les prêles d'ornement ou la prêle des marais, elle n'est pas bonne. C'est avec celle-là qu'on fait les préparations. Tenez, si vous voulez. Alors là, par contre, on ne fait pas une macération comme avec l'ortie et la consoude, on fait plus une décoction. Alors faire une décoction, c'est amener la plante dans l'eau froide, l'amener à bouillir, voilà, la laisser stopper, laisser reposer pendant quelques heures et après, le lendemain, filtrer. Donc avec ça, vous allez pouvoir renforcer la défense de votre plante pour lutter par exemple contre le mildiou, pour tout ce qui est maladie en fait. La prêle, c'est un excellent antifongique. Il y a quelqu'un qui veut me poser... Non ?